C'est quoi le Maroc? Oh, tout le monde respecte le Maroc. Un sirop à la menthe. En fait, le Maroc est le pays qui a fait le plus de vues dans la série Toute l'histoire des pays sur Télécrayon. Depuis ce jour, le Maroc est le pays le plus respecté au pays des pays. Tu oses parler pendant que je bois mon sirop à la menthe. Je suis désolé Maroc. J'aime mieux ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc a pris la grosse tête depuis qu'il a battu le record de vues sur cette série. Et on pourrait faire quoi? Il faudrait trouver un autre pays capable de battre le record de vues et ramener le calme au pays des pays. Mais qui pourrait faire ça? Un seul pays en est capable. Bravo, l'Algérie a enfin gagné sur le sondage Twitter. C'est pas trop tôt. Bon, on va enfin raconter ma grande histoire, non? Ah oui, bah du coup, c'est parti. L'histoire de l'Algérie commence en 1962, lors de son indépendance. Après, il ne se passe pas grand-chose, hein. Pas de changement territorial, pas de grande guerre non plus, et voilà, fin de l'histoire. Bon, je pense qu'on va repartir par la Numidie. Comme le veut la légende, des tribus berbères vont former une fédération au IVe siècle avant Jésus-Christ. La dynastie qui sera au pouvoir sera celle des Massiles. Ces tribus berbères ne sont pas indépendantes, il y a Carthage, un pays phénicien qui contrôle tout l'actuel Maghreb. Vers 218 avant Jésus-Christ débute la deuxième guerre punique. Le royaume des Massiles se trouve à l'ouest du territoire qu'on appelle la Numidie. En fait, la Numidie est le nom donné à l'époque à tous les territoires à l'ouest de l'Afrique carthaginoise. Encore plus à l'ouest, il y a un autre territoire berbère, celui des Macéciles, rival des Massiles. Syphax est le roi des Macéciles. Ce dernier décide de faire une alliance avec Rome pour combattre Carthage, qui est allié des Massiles. Gaïa, roi des Massiles, meurt en 207, et les Macéciles en profitent pour annexer le territoire des Massiles et faire une alliance avec Carthage. Mais c'est là qu'intervient Massinissa, le fils de Gaïa. Il est en guerre en Hispanie à ce moment-là, et veut récupérer son territoire contre Syphax. Il mène des batailles et crée des alliances, il devient populaire en Numidie. Lorsque Rome doit arriver en Numidie pour ensuite combattre Carthage, elle fait une alliance avec Massinissa. C'est en 202 qu'a eu lieu la célèbre bataille de Zama, entre Rome et Carthage, les armées de Massinissa aideront les Romains à gagner. Après cette victoire, c'est officiel, Rome gagne la deuxième guerre punique et Massinissa peut tranquillement fonder une Numidie unie autour d'un seul roi. C'est le début de l'histoire du royaume de Numidie. Massinissa n'étant pas immortel, il finit par mourir et la Numidie entre en phase de problème de succession. Son fils monte sur le trône, Micipsa, puis Micipsa meurt, son fils doit prendre le trône, mais il se fait tuer par Jugurtha, le neveu de Micipsa. Jugurtha prend alors le pouvoir vers 118 avant Jésus-Christ. Mais une guerre éclate entre la Numidie de Jugurtha et celle des fils de Micipsa. Rome demande à ce que les États fassent la paix, mais la Numidie continue d'attaquer. En 112, Rome déclare la guerre à la Numidie pour pacifier la région. C'est la guerre de Jugurtha. Rome en réalité ne veut pas s'en prendre à la Numidie, mais réellement à Jugurtha, qu'elle considère comme un usurpateur. Rome gagne avec difficulté, et met en place Gaouda sur le trône de Numidie. Le royaume a même perdu des territoires. Par la suite, la Numidie connaîtra quelques troubles, ce qui l'obligera à être toujours plus dépendante de Rome. Juba Ier fait une alliance avec Pompée pendant la guerre civile de César. César gagne contre Pompée, à l'issue de la guerre, et annexe la Numidie par la même occasion. Juba Ier est déchu, c'est le début de l'époque romaine en 46 avant Jésus-Christ. L'Afrique du Nord est dominée par Rome. La Numidie devient logiquement un territoire agricole pour l'Empire romain. L'époque romaine va durer longtemps, 4 siècles, c'est dans les années 430 après Jésus-Christ qu'arrivent les tribus vandales germaniques originaires d'Europe centrale. Les Vandales arrivent en Afrique du Nord, font partir les Romains et y fondent le royaume vandal. Entre-temps, l'Empire romain va chuter, et seul l'Empire romain d'Orient va survivre, ce qui deviendra l'Empire byzantin. C'est cet Empire byzantin qui retourne en Afrique du Nord en 533, suite à un coup d'état dans le royaume vandal. Coup d'état anti-byzantin. L'Empire byzantin annexe toute l'Afrique du Nord. Et ensuite, vers 647, a lieu la bataille de Soufetoula, entre l'Empire byzantin et un nouveau venu, le califat islamique. Le califat islamique gagne et en profite pour annexer le Maghreb. À partir du 8e siècle, le califat islamique commence à islamiser la région, qui était devenue chrétienne sous les occupations romaines, vandales et byzantines. N'oublions pas que pendant toutes ces périodes d'occupation, des royaumes berbères ont survécu, dont celui d'Altava, annexé par les musulmans en 708, et le royaume de Lorès sur la même période. La grande révolte berbère, c'est suite à cela qu'est créé l'émirat de Tlemcen dans l'ouest de la Numidie, avec la dynastie des Ifrénides. Quelques années après, Ibn Rustom, un militaire perse du califat islamique, fuit vers le Maghreb et fonde un royaume autour de la ville de Taert. C'est le royaume de Taert, ou royaume rossémide. Ce royaume annexera l'état de Tlemcen et leur dynastie des Ifrénides.
Mais là encore, le royaume de Taert ne va pas tenir éternellement. En Kabylie, des rébellions se préparent, et le Perse Ubayd Allah al-Mahdi arrive au Maghreb avec le soutien des rebelles berbères Koutama. Il fait tomber l'État en Ifriqiya, et en profite même pour faire tomber Taert en 909. Il fonde une dynastie, celle des Fatimides, qui contrôle presque tout le Maghreb. Les berbères Koutama vont aider les Fatimides à instaurer leur pouvoir en Ifriqiya, mais aussi jusqu'en Égypte où le Caire sera fondé et deviendra la capitale. Ziri ibn Menad est nommé gouverneur de l'Ifriqiya pendant que la dynastie Fatimide prend le pouvoir au Caire. Son fils, Bologhine, prendra la relève et fondera la dynastie des Zirides pour gouverner le Maghreb. Puis son deuxième fils, Ahmad, créera une nouvelle branche pour fonder une nouvelle dynastie, celle des Ahmadides, indépendante de celle des Zirides. Les Zirides deviendront indépendants des Fatimides à partir de 1048. Ces deux royaumes vont ensuite connaître des périodes de troubles avec des attaques répétées des tribus hilaliennes originaires d'Arabie envoyées par les Fatimides. Ces Hilaliens vont accentuer l'arabisation du Maghreb, où on ne parle pas encore arabe tant que ça. Les Normands qui avaient conquis la Sicile feront aussi des attaques sur le littoral. Dans ces situations de conflit, le Maroc des Almohades va annexer le Maghreb central à partir des années 1150. Le Maroc ira même jusqu'à annexer l'Ifriqiya. Au XIIe siècle, l'influence marocaine baisse dans le reste du Maghreb. En Ifriqiya, les Hafsides prennent le pouvoir d'abord sous l'autorité marocaine, puis ensuite en devenant indépendants. Pareil pour le Maghreb central, où les Ianides s'émancipent à partir des années 1230. Ils forment un royaume à Tlemcen, le royaume de Tlemcen. Et ce royaume va être le plus intéressant par sa durée et son indépendance. C'est Yagmorasen ibn Zian qui devient émir de Tlemcen en 1236. C'est le début de la dynastie des Zianides, qu'on appelle aussi dynastie des Abdelwadides. Après lui, il y a assez peu d'informations, on sait qu'il passe du contrôle de la simple ville de Tlemcen à tout le Maghreb central. La Moulaya est le fleuve qui permet de séparer le Maroc du royaume de Tlemcen, et le royaume d'Aragon devient vite un partenaire commercial avec Tlemcen. Il y avait aussi un commerce avec des cités-états italiennes, comme Gênes et Pise. Bref, Tlemcen, qui était encore fragile, a jonglé avec différents états européens pour maintenir son régime. Oran devient rapidement un port centré sur le commerce avec les Aragonais, qui sont en rivalité avec les Italiens. Alors je peux avancer directement à l'année 1299, avec le siège de Tlemcen, avec le Maroc des Mérinides qui tente de prendre la ville pendant plusieurs années. Ils en seront dégagés en 1307, laissant place à une période de prospérité pour Tlemcen qui pourra continuer le commerce en Méditerranée. Mais la prospérité n'est pas éternelle et le Maroc relance une expédition pour prendre Tlemcen en 1335, la ville sera annexée par le Maroc en 1337. Le royaume devient un territoire marocain, tout en lui laissant une autonomie qui finira par reprendre son indépendance. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVe siècle, le royaume de Tlemcen est de plus en plus en proie aux rébellions internes et la peur d'être attaqué par le Maroc ou l'Ifriqiya de chaque côté. Le pays va donc de plus en plus dépendre des commerces étrangers et de la protection des pays marchands. L'Espagne, qui vient de finir sa Reconquista et qui a unifié tous les petits royaumes, se décide au début du XVIe siècle à annexer des comptoirs au Maghreb central. Il y aura quelques batailles contre le royaume de Tlemcen, l'Espagne prend Oran, puis Béjaïa, puis Alger. Et c'est là que va intervenir le plus célèbre des corsaires méditerranéens. Barberousse est un corsaire originaire de l'Empire ottoman, il a sûrement des origines grecques et albanaises. Lui et son frère vont mener différentes campagnes en mer attaquant le sud de l'Italie, l'Espagne, puis le Maghreb central. D'abord tentant de prendre la ville de Béjaïa, mais sans succès, puis prenant la ville d'Alger aux Espagnols en 1516. Barberousse s'installe dans cette ville et se proclame sultan d'Alger et demande à être aidé par l'Empire ottoman. Il part ensuite vers Tlemcen pour récupérer la ville sous influence espagnole, mais meurt pendant la bataille qui est perdue. Le petit frère de Barberousse devient sultan d'Alger et continuera la campagne pour faire partir les Espagnols. Il fait d'abord fuir les Espagnols d'Alger, mais c'est dans les années 1540, avec son successeur, que la régence d'Alger va vraiment lutter contre les Espagnols. L'Espagne, à ce moment-là, en a assez de la domination des barbaresques, les corsaires maghrébins qui contrôlent la Méditerranée et attaquent les bateaux des pays chrétiens. L'Espagne attaque donc l'Ifriqiya que Barberousse voulait récupérer aussi, après le succès espagnol, et désire prendre la ville d'Alger et faire tomber la régence d'Alger. En 1541 est donc lancée l'expédition d'Alger, où l'Espagne sera aidée par de nombreux pays chrétiens. Finalement, très mal préparée, l'Espagne échouera son expédition maritime et devra se retirer après une dizaine de jours de combat. La ville d'Oran restera espagnole ceci dit. Suite à cette victoire avec l'aide de l'Empire ottoman, la régence d'Alger peut se concentrer sur l'ouest du Maghreb central en allant prendre la ville de Tlemcen, où les Ianides gouvernent encore. Depuis 1533, la régence d'Alger n'est plus un sultanat, mais gouvernée par un Belherbé, qui est nommé par l'Empire ottoman. En 1587, le système change, et Dali Ahmed Pacha, un officier, est nommé gouverneur d'Alger par l'Empire ottoman. C'est la période des Pachas, où le gouverneur d'Alger est un Pacha, soit gouverneur qui reste au pouvoir quelques années.
Cette époque des Pachas est suivie par celle des Agas de 1659, qui sont des militaires qui en profitent pour prendre le pouvoir à Alger et s'émanciper de l'Empire ottoman pendant quelques années jusqu'en 1671. Enfin, à partir de 1671 est mis en place le système qui va tenir 150 ans, celui des Dey. Un Dey nommé par les représentants des armateurs et les milices. La régence d'Alger devient donc une monarchie élective. Le Dey devient Dey à vie et ce n'est pas héréditaire. La régence d'Alger va mener plusieurs guerres contre ses voisins et contre les pays européens. Il y aura notamment des combats entre la régence de Tunis, même si cette dernière est elle aussi un protectorat de l'Empire ottoman. Les deux régences restent relativement autonomes. La régence d'Alger mènera aussi des guerres contre les Espagnols, notamment pour récupérer Oran. Il faut attendre 1708 pour qu'Alger arrive à reprendre Oran aux Espagnols, mais ces derniers la reprendront en 1732, puis devront la prendre à nouveau en 1792, suite à d'autres batailles. D'autres pays européens s'en prendront à Alger, notamment dans la lutte contre la piraterie barbaresque, qui pose problème à beaucoup de navires. Même les États-Unis iront attaquer Alger au début du XIXe siècle, car la traite des esclaves par les barbaresques leur pose toujours plus de problèmes. Enfin, en 1827, aura lieu l'affaire de l'Éventail, qui marque le début de la fin. La France invente un incident diplomatique en 1827 pour pouvoir avoir une excuse pour attaquer Alger. Le but est surtout de s'en prendre à la Régence car elle finance les corsaires barbaresques. La France met en place un blocus maritime qui entraîne une bataille navale à Alger. Suite à d'autres incidents diplomatiques, la France décide de lancer la campagne d'Alger en 1830. Le 5 juillet 1830, Alger est prise par les Français et la convention franco-algérienne de 1830 est signée. Dans les années 1830, le littoral est pris, puis toute la Régence tombe dans les années 1840, après la chute des rébellions et l'État formé par Abdelkader. La Régence d'Alger est renommée Algérie et est institutionnalisée en 3 départements français en 1848. Il semblerait que ce soit vers la fin du XIXe siècle que le nombre d'arabophones finit par dépasser le nombre de berbérophones en Algérie, et la principale raison, c'est l'urbanisation. La colonisation française continue, je ne vais pas rentrer plus longtemps dans le sujet étant donné que j'en ai déjà fait une vidéo. De nombreux colons français, mais aussi espagnols et italiens, iront vivre sur le territoire. Puis à partir de 1954, commence la guerre d'indépendance. Cette guerre de guérilla fait du Front de Libération Nationale le principal acteur pour l'indépendance. Un gouvernement provisoire est créé en Égypte en attendant la reconnaissance de l'indépendance par la France. En 1962, suite aux accords d'Évian, le référendum sur l'indépendance de l'Algérie est autorisé et l'indépendance est votée par les Algériens. Elle est effective le 5 juillet, mais laisse place à quelques troubles politiques. La guerre d'Algérie a déjà été traitée dans une précédente vidéo, et la période post-coloniale mériterait une vidéo à part. Je vais vous en donner les grandes lignes, même si vous savez très bien que tôt ou tard, je finirai par en faire une vidéo à part. Et si vous n'êtes pas abonné encore, c'est le moment de s'abonner et de mettre un pouce en l'air, ça permet de soutenir la chaîne. Alors la République démocratique et populaire d'Algérie existe depuis le 5 juillet 1962 et récupère tous les territoires coloniaux français et algériens, mais aussi le Sahara. Très peu de temps après, la crise de l'été 62 met au pouvoir Ben Bella, à la place du gouvernement provisoire qui attendait en Égypte. En 63, l'Algérie entre en guerre contre le Maroc pour se disputer au sujet des territoires du Sahara que l'Algérie a récupérés grâce à la guerre d'indépendance contre la France. L'Égypte et Cuba viennent en aide à la jeune Algérie. Le cessez-le-feu en 64 laisse la frontière inchangée. Ensuite, Boumedienne arrive au pouvoir avec le coup d'état de 65, il restera jusqu'à sa mort en 78, qui va laisser place à Chadi Benjedid, qui va libéraliser le pays jusqu'en 92. En 91, le FLN, qui était toujours au pouvoir, perd les élections face aux islamistes et décide de les annuler, ce qui entraîne une guerre civile contre les islamistes qu'on appelle la décennie noire. Cette guerre se termine en 2002, et les islamistes terroristes deviendront une branche locale d'Al-Qaïda par la suite. À partir de 1999 commence l'ère de Bouteflika, qui restera au pouvoir jusqu'en 2019. Voilà, l'histoire est terminée, vous pouvez désormais voter pour le pays suivant sur Twitter, le lien est en commentaire, et dans la description. Vous avez le choix entre le Japon, la Chine, la Grèce et la Pologne, et l'épisode sortira normalement en mars.